Bienvenue dans le débat de France 24. C'était le 15 septembre 2011 en Libye. Nicolas Sarkozy, acclamé par la foule aux côtés de David Cameron à Tripoli, puis à Benghazi. Deux villes libyennes alors libérées du joug kadhafiste grâce notamment à l'intervention de la France et de la Grande-Bretagne. Qu'elles semblent loin désormais ces images quand on les rapproche des manifestations de ces dernières heures. Il y a des centaines de Libyens qui défilent à Tripoli et Misrata pour condamner l'ingérence française. Et cette réaction des autorités libyennes, le gouvernement d'union nationale pourtant seul reconnu par Paris et qui accuse aujourd'hui la France d'avoir violé son territoire. Comment en est-on arrivé là et quelles conséquences pour la suite quand on sait que le groupe État islamique cherche à étendre son influence en Libye? Avec nous pour y répondre Hélène Bravin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, auteur de Kadhafi, vie et mort d'un dictateur. Également avec nous l'ancien ministre français de la Défense, Alain Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Val d'Oise et vice-président de la Commission des lois du Sénat. Les réactions que l'on vient de voir interviennent, il faut le rappeler, après la mort de 3 soldats français en Libye, officiellement morts dans un accident d'hélicoptère lors d'une mission de renseignement. On l'a su hier. Hélène Bravin, on s'attendait à ce que ça provoque de telles réactions? Écoutez, oui, parce que le gouvernement d'Al-Sarraj surfe sur un sentiment souverainiste. Il sait pertinemment qu'il y a des gens du renseignement en Libye. Ils jouent un peu les naïfs. Les Français sont là depuis quand même un certain temps, les Italiens, les Américains, les Anglais. Tout le monde cherche du renseignement en Libye depuis quand même pas mal de temps. Depuis au moins 2-3 ans que les militaires du renseignement sont sur le terrain. Donc aujourd'hui, effectivement, la mort de 3 militaires du renseignement français affiche officiellement la présence française en Libye. Donc Al-Sarraj réagit en disant il faut condamner ça, il faut condamner la présence de pays étrangers sur le sol libyen. Donc il surfe sur un mouvement souverainiste qu'il essaye de récupérer, ce qui est normal. D'autant plus qu'il a du mal à installer son gouvernement. Il ne va pas abonder dans le sens d'une présence étrangère. Même ami. Même ami. Oui. Je veux dire, c'est un double jeu, ça. Je veux dire, Sarraj veut absolument, avoir, un accord national sur son gouvernement, ce qu'il a du mal à obtenir. Il a la faveur de la communauté internationale, mais pas des Libyens. Oui. Pas d'une grosse majorité des Libyens. À l'Est, on ne le reconnaît pas. Les milices de Misrata, même de Tripoli, sont complètement divisées sur la légitimité de ce gouvernement. Donc, Sarraj abonde dans le sens des souverainistes. Alain Richard, on apprend aujourd'hui que ces 3 militaires français tués en Libye appartenaient au centre parachutiste d'instruction spécialisée de Perpignan. C'est un centre d'entraînement du service action de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France. Ça nous en dit plus sur la nature de leur mission en Libye? Oui, c'est une mission de renseignement qui est liée au fait que nous avons, ainsi que quelques partenaires européens et les États-Unis, nous avons de gros intérêts de sécurité en Libye, et avec les outils dont nous disposons, et nous ne sommes pas très nombreux parmi les pays à avoir cette capacité, on essaye au moins de percevoir où sont les forces les plus hostiles et comment, dans une phase ultérieure, quelques alliés pourraient contribuer à consolider la situation de sécurité de ce gouvernement qui est en effet la solution intermédiaire qui permet de commencer à stabiliser ce pays en crise. La France reconnaissait jusque-là que ces avions survolaient le pays, notamment en partant du porte-avions Charles de Gaulle. Ça va donc plus loin. Oui. C'est désormais confirmé. Oui. Ils ont été victimes d'un crash ou bien abattus? J'ai pas la version finale sur ce sujet. Enfin, de toute façon, ils étaient au contact pour analyser et organiser ce qui peut l'être contre des forces hostiles. Et éventuellement en soutien... pas au contact de forces amies. En soutien éventuellement des forces du général Haftar qui, dans la région de Benghazi, combat les groupes djihadistes? Sûrement pas, non. Sûrement pas. Non, on n'en est pas à prendre parti dans un conflit, dans une guerre civile, pour parler de façon brutale. Donc, je suis vraiment convaincu que la mission de ces militaires était une mission de renseignement.
Pas d'intervention. Hélène Bravin, quelle est la nature des rapports qu'entretient la France avec ce gouvernement qu'elle ne reconnaît pas donc en Cyrénaïque, dans l'est de la Libye? Écoutez, comme l'a dit monsieur, c'est une coopération de renseignement. Je veux dire, il y a un ennemi commun qui est Daesh, il y a des djihadistes qui sont dangereux pour toute la Libye et puis pour la zone sahélienne. Donc les Français utilisent les acteurs pour obtenir des informations. Ça peut être, je ne sais pas si c'est réciproque, mais en tous les cas, ils vont chercher de l'information. Et je confirme, moi je suis même plus que convaincue, je suis même sûre qu'il n'y a pas de militaires opérationnels en Libye. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais la propagande libyenne aujourd'hui de certains, surtout des islamistes, des djihadistes, etc., qui utilisent ces officiers de renseignement comme des prétextes à combattre Haftar. C'est-à-dire, ils prétendent aujourd'hui que ces militaires sont opérationnels et qu'ils œuvrent sur le terrain à Benghazi. Et ça fait les gorges profondes, je veux dire, même du Qatar. Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, en disant, non, la France n'a pas à intervenir alors qu'elle n'intervient pas. Bon. Alain Richard, vous êtes d'accord? La réaction du gouvernement d'Union nationale de Tripoli reconnue par la France, c'est une réaction presque épidermique de présence étrangère sur son territoire. Elle ne s'expliquerait pas par le soupçon d'une éventuelle coopération avec un gouvernement hostile et rival dans l'est du pays, ou avec une armée qui, pour l'instant, est aux mains d'un électron libre aux yeux de Tripoli? Franchement, j'ai aucun doute, et je crois que d'ailleurs personne ne soutient ça, que nous serions en train de jouer un double jeu. C'est-à-dire, nos forces sont parmi encore une fois, les rares pays qui ont la capacité d'aller au contact du terrain, de recueillir tout ce qu'on peut avoir comme information de terrain pour faciliter un soutien militaire ultérieur à ce gouvernement. Et d'ailleurs, vous observez que dans l'expression protestation, quand même le service minimum dans un tel cas, M. El-Sarraj continue à dire il n'est pas impossible qu'on appelle des forces amies dans le cadre d'un règlement global. C'est-à-dire que sa réaction est une réaction de défense nationaliste quand même élémentaire, mais elle ne ferme aucune porte. Donc pour vous, il n'y a pas d'interprétation à donner et on est presque dans un jeu naturel du ballet diplomatique. Oui, enfin, ce gouvernement, et notamment celui qui le dirige, ils se donnent comme mission, et on essaye de les soutenir parce que c'est la moins mauvaise carte, de reconstituer une unité nationale, c'est-à-dire de contribuer à construire une entité nationale qui est en doute depuis 1912. Mais alors comment expliquer dans ce cas? Je voudrais juste compléter, M. El-Sarraj, je veux dire, a changé d'avis. Je veux dire, au départ, il voulait une intervention, une aide des pays étrangers, etc. Et par la suite, il s'est rangé aux côtés du mouvement souverainiste en Libye. Il a vu que ça collait pas. Et aujourd'hui, il surfe sur cette vague-là il est chargé avec pour asseoir sa souveraineté. De construire une entité nationale qui, encore une fois, est du sable. Oui. Donc, qu'il godille et qu'il ajuste sa position dans cette situation chaotique, honnêtement, qui pourrait le critiquer? Et comment vous expliquez, vous, alors, ces manifestations qu'on a observées à Tripoli et Misrata contre la présence française? Qui sont ces manifestants? Ces manifestants, dans le lot, il y a un peu de tout, oui, notamment des islamistes, même des djihadistes. À Tripoli, on trouve de tout. On trouve même des éléments de Daesh. Alors imaginez-vous. Donc il y a. Mais sans doute aussi des Libyens qui disent des Libyens, on n'a pas envie de travailler. On n'a pas envie de l'ingérence de pays étrangers. Et c'est tout à fait normal. On garde un mauvais souvenir de la guerre en Libye de 2011. La guerre civile avec la fameuse zone d'exclusion aérienne et donc la participation ça a d'un certain nombre de puissances étrangères. Alors, au début, il y a eu une liesse, mais aujourd'hui, qu'est-ce que cette guerre a donné? Aujourd'hui, les Libyens ont rage de voir leur pays partir en vrille avec des éléments nocifs, avec des milices qui l'attribuent à la France et à la Grande-Bretagne. À tous les pays. Oui. Mais Barack Obama lui-même avait eu des mots assez durs vis-à-vis de le manque d'implication de la France et de la Grande-Bretagne dans la reconstruction. Se rendre compte que ça a été une erreur. Que la mort de Kadhafi a été une erreur sur le plan de la sécurité. Alain Richard. La mort de Kadhafi, c'est le peuple libyen qui l'a tué. L'opération militaire, avec l'aide des Occidentaux. L'opération militaire a déstabilisé ce pouvoir
ce qui était inévitable. Et je rappelle qu'elle a été déclenchée par la menace extrêmement précise d'un massacre qu'il aurait opéré lui. Oui. Bon. Donc ça reste, c'est discutable, hein, oui, c'est discutable. C'est discutable. Je prends la responsabilité de le dire. Monsieur, je veux dire, les blindés ont été arrêtés avant leur entrée à Benghazi. Il y avait à l'époque un ultimatum sur la population de Benghazi. Ça a été arrêté. Ouais. Bon, moi, j'estime que la maturité d'une démocratie, c'est d'aider certains pays à s'ouvrir. Bon, Kadhafi était en train de réformer depuis 10 ans, très difficilement, certes, mais il fallait le laisser réformer. Bon, et probablement discuter avec lui d'un changement d'orientation politique. Bon. Aujourd'hui, ça a été une catastrophe, on le sait, les implications sont dramatiques hein, pour les Libyens, mais aussi pour les Occidentaux, hein, pour les pays africains qui doivent aussi gérer tout ça, parce qu'il y a des liaisons aujourd'hui qui se font entre Boko Haram, Daesh, avec AQMI, qui est sur le sol libyen, avec Belmokhtar, hein, il ne faut pas l'oublier, il est très présent en Libye, Belmokhtar. Ce qui explique aussi la présence de renseignements français. Hein, oui, et le trafic d'armes vers le Mali. Alain Richard, on sent évidemment que vous n'êtes pas totalement d'accord, notamment sur les conséquences de l'intervention étrangère en Libye. C'est d'ailleurs une autre famille politique que la mienne qui était au pouvoir, mais nous l'avons demandé, nous l'avons soutenu. Oui, et vous l'avez soutenu. Entre autres, à cause du sentiment d'échec de ce qui avait été fait par cette même Vous pensez que la suite n'a pas été préparée ? Non, mais ou mal préparé. Excusez-moi, mais comme à chaque fois qu'il y a une opération internationale... On ne sait pas faire de nation building ? Dans une crise... Après, c'est toujours facile de dire on n'a pas fait assez, on n'a pas fait comme il fallait. C'est moins facile de dire il aurait fallu laisser cette crise continuer à s'aggraver et à se traduire par des dommages humanitaires imprévisibles. Ensuite, c'est vrai que lorsque on s'engage à chaud dans une opération comme ça, la conception du mandat et de l'objectif final est floue et qu'on se dit toujours on verra en avançant et que personne, au fond, n'avait la volonté politique. C'est scandaleux, ça. Mais c'est purement scandaleux. Je vais vous laisser dire, madame, mais j'essaie de finir mon raisonnement. Hein, il peut arriver que des gens aient comme réflexe politique et éthique d'essayer de prévenir un massacre humanitaire. Voyez-vous, ça peut arriver. Et vous avez le droit de le nier. Je suis certain que c'était la motivation de base. Ensuite, c'est vrai que dans l'état, de toute façon, de sous-développement politique où est ce pays depuis qu'il existe. C'est-à-dire qu'il n'a aucune structure publique et une société extrêmement divisée, dont la base essentielle est tribale. Hein, c'est comme la réalité de base. De dire ceux qui ont tenté d'arrêter ce massacre avaient en plus la responsabilité de soutenir de l'extérieur une construction nationale qui était très improbable, je pense que c'est facile à reconstituer après coup comme raisonnement. Écoutez, moi je pense que la vocation des démocraties doit changer. C'est une affirmation politique que j'entends, mais qui... Voilà, elle doit changer. Nous ne devons pas changer des régimes à coup de bazooka ou de chars. Mais nous avons la capacité... Encore une fois, c'est pas l'objectif. On est dans les termes d'une zone d'exclusion. La démocratie, on est à un point... Non, mais il valait mieux laisser faire le massacre. Changer des pays. Ouais, bien sûr. Alors ça... je suis désolée, mais les phases de dialogue n'ont pas été employées. Elles n'ont pas été exploitées. Avec Kadhafi, écoutez, vous le connaissez mieux que nous. C'est vous qui le dites, monsieur. Oui, c'est vous qui le dites. Oui, c'est un criminel. Voilà, c'est vous qui le dites qu'il ne pouvait pas dialoguer. Il a demandé le dialogue, et vous le savez très bien. À quelles conditions ? Vous le savez très bien. Et les conditions sont dramatiques aujourd'hui par cette absence de dialogue des démocraties. Voilà. Donc les démocraties doivent apprendre à dialoguer. Je ne dis pas le contraire. Voir mais c'est trop ce qui facile se passe de dans donner ces des leçons après et de dire il y avait qu'à laisser faire. Les démocraties ont péché par manque de connaissance des structures même de ces pays-là. Vous avez évoqué le fait tribal, mais vous n'avez pas évoqué le fait islamiste, c'est le fait djihadiste, c'est le fait djihadiste surtout d'Al-Qaïda, des influences extérieures, ça vous l'avez pas du tout. Oui, mais donc, comment une démocratie responsable, comment une démocratie responsable peut aller dans un pays, frapper à sa porte, détruire, repartir et laisser les choses telles quelles. Moi, je trouve que c'est un comportement immature. Et nous devons évoluer de ce point de vue-là. Alain Richard, pour la conclusion. L'approche bismarckienne est sans doute beaucoup plus solide et éthiquement plus acceptable. On peut tout à fait soutenir ça. Il n'empêche qu'on était... Le gouvernement précédent, mais encore une fois, nous l'avons approuvé, était en face d'une menace humanitaire extrême, exactement comme dans la situation
de Centrafrique. Il n'y avait que des coups à prendre, il n'y avait que des inconvénients. Nos amis américains disaient « on vous approuve politiquement, mais c'est vous qui allez vous salir les mains ». Je crois que le choix, ils n'étaient pas si larges que ça. La révolte a été encadrée par des djihadistes. On le sait aujourd'hui. C'est ça la menace, monsieur ? Et on en restera là. On ne savait peut-être pas à l'époque, en tout cas. Merci beaucoup, Hélène Bravin. Archi-divisé, il l'est encore. Bon. Merci beaucoup, Hélène Bravin, d'avoir été avec nous. Merci également, Alain Richard, pour ce premier face-à-face consacré donc à la situation en Libye et cette présence française qui suscite aujourd'hui la réprobation des autorités et ces manifestations.